Je suis le docteur Isabelle Amado, praticien hospitalier en psychiatrie au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences sur le site de l'hôpital Sainte-Anne et je suis membre du Centre Ressources Île-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale, le C3RP. Je vais vous parler des stratégies mises en jeu en général et des techniques pratiquées de manière générale dans les programmes de remédiation cognitive, neurocognitive, donc qui entraînent l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Alors, quels sont les piliers d'un programme de remédiation neurocognitive? Les principes communs à tout programme de remédiation neurocognitive sont au nombre de 3. La pratique massive d'exercices neuropsychologiques, les exercices qui doivent être de complexité graduelle, et en cela, la méthode CRT papier-crayon, par exemple, comporte une certaine gradation, mais elle n'est pas extrêmement précise, tandis que pour RECOS et pour NIR, avec les exercices sur ordinateur qui augmentent de niveau de complexité, cette complexité graduelle est évidente. Et troisièmement, l'utilisation de stratégies pour résoudre ces problèmes parfois complexes. Selon la méta-analyse de Thiel-Wykes en 2011 et de McGurk et Muser en 2007, une remédiation cognitive est efficace si elle prévoit la combinaison d'entraînement, d'exercice et d'apprentissage guidé de stratégies, avec un gain optimisé si on prévoit un parcours de réhabilitation en même temps que le programme. Dans le programme RECOS, donc, qui a été créé par Pascal Vianin en 2011 et qui a donné lieu ensuite à un manuel en 2013, le programme est développé en français avec une prise en charge sur 6 mois qui peut aussi être, c'est une séance sur 6 mois, éventuellement 2 séances sur 3 mois, avec des entraînements mixtes, papier-crayon d'une part et informatisé de l'autre. Ça reprend 5 fonctions cognitives altérées, raisonnement logique, mémoire verbale, mémoire et attention visio-spatiale, mémoire de travail et attention sélective. Le programme est déterminé par le profil individuel du patient et son déficit cognitif. Les spécificités du programme, on détermine la fonction où le patient est le plus déficitaire, on cible le programme sur cette fonction plus un autre module que l'on choisit parmi les 5 autres modules, et le postulat, c'est qu'une amélioration ciblée des performances cognitives a pour conséquence une amélioration des capacités fonctionnelles et des aptitudes psychosociales, ainsi qu'une stabilisation des symptômes psychotiques. La méthode NIR, ça cible en fait le neurocognitif avec des exercices qui sont ludiques. La base d'exercice est la même en plus étendue que la méthode RECOS. On fait des groupes de 8 personnes avec des techniques d'apprentissage de type Montessori et on utilise le levier de la motivation intrinsèque et aussi extrinsèque. Le déroulement, 30 minutes d'exercice neuropsychologique individualisé et chacun va avoir son exercice à faire en fonction de son profil cognitif. 15 minutes d'échange de stratégie une fois qu'on a fait les exercices, chacun dans son coin, enfin chacun en rond, puisqu'on est aussi mis en binôme, donc on est très proche de ce que fait aussi le voisin. Ensuite, donc après les 30 minutes d'exercice, on va s'échanger les stratégies et essayer de voir si on peut mettre des stratégies en commun et réfléchir sur les stratégies. Et ensuite, 30 minutes de bridging group, qui sont des échanges en groupe sur les fonctions cognitives, le transfert au quotidien, les styles d'apprentissage. Il y a 40 séances et chaque séance est très bien codifiée. Avec donc une méthode qui finalement est en groupe, mais personnalisée selon le profil cognitif de chacun et sur l'objectif individualisé. On peut avoir dans les groupes des personnes avec schizophrénie, des personnes avec bipolarité et aussi des personnes autistes qui se laissent prendre au jeu de l'effort cognitif dans la dynamique de groupe et de l'entraide dans le partage des stratégies. Donc, dans cette méthode en groupe, c'est assez contradictoire finalement. Donc, comment on personnalise la méthode NIR quand on est dans un groupe de 8 personnes? Déjà, on reprend le bilan neuropsychologique au moment de la restitution
pour un moment de discussion individuelle. Ça permet de reprendre avec les participants leurs plaintes au quotidien face au tableau des points forts et des faiblesses que l'on donne dans le compte-rendu du bilan du patient. Tout au long du programme sera revu au moment du partage des stratégies entre les participants et au moment des différents thèmes du Bridging Group, tout ce qui est transfert au quotidien et comment chacun se l'approprie par rapport à son objectif personnel. Donc, dans la CRT, les séances vont suivre un programme fixe, flexibilité cognitive, mémoire et planification. Mais dès la deuxième séance, il sera tenu compte des performances individuelles de chaque participant, car le choix des exercices en séance 2 va dépendre de ce que le participant a pu faire en séance 1. Donc du coup, alors que les exercices sont assez fixés, très vite, on va personnaliser selon les performances de chacun, la vitesse et la manière dont il se débrouille au niveau des exercices. Les exercices vont être très décomposés. À chaque séance, on va insister sur la verbalisation des consignes qui elle-même sera décomposée, expliciter la consigne, on se la répète à haute voix, puis elle est intégrée mentalement pour l'intérioriser au final. Donc, dans la méthode CRT, on entraîne les fonctions frontales. Et dans une séance CRT, on a 1 ou 2 exercices qui se rapportent au module. Puis ensuite, on fait à chaque séance CRT une séance d'assemblage pour travailler la flexibilité, assemblage avec des jetons, des cartes, des pièces de monnaie pour travailler sur les règles d'assemblage. Puis ensuite, un exercice du matériel Stroop pour travailler l'inhibition. On termine dans les 10 dernières minutes par des exercices manuels. Et chaque exercice doit être rapporté à un transfert de ce qu'il illustre en vie quotidienne et discuté avec le participant. Les séances à domicile, que ce soit dans CRT ou dans RECOS, doivent être très préparées à l'avance, doivent sélectionner certains exercices qui peuvent se prêter aux conditions d'être faits sans contrôle. On peut créer des instructions ou des règles de résolution d'un exercice en fonction du patient. Il ne faut pas que ce soit trop facile ou trop difficile. Il ne faut pas non plus que ce soit trop peu cadré. Parmi les stratégies de traitement de l'information, qu'est-ce qu'on trouve comme stratégie dans ces méthodes neurocognitives? Les stratégies sont très bien énoncées dans le manuel de Wykes et al. En 2007 qui présente la CRT. Verbalisation des indices, incitation et stratégie relatives à la tâche en cours, réduction de l'information, subdivision de la tâche, simplification de la tâche, présence d'invitations écrites, regroupement, répétition, emploi de méthodes mnémoniques, catégorisation, organisation, planification. Dans RECOS, il y a aussi une verbalisation des stratégies inspirée de l'entretien d'explicitation de Vermeersch. Le patient doit décrire une activité passée et doit donner les moyens qu'il a trouvés pour y parvenir. De ce fait, le thérapeute est dans une attitude d'écoute et n'intervient ni n'induit de réponse. Ça favorise une introspection régulière du participant, beaucoup plus profitable que la rétrospection. Donc le participant qui doit revenir en rétrospective sur les stratégies qu'il a mises en place. Mais quand l'exercice est trop rapide à effectuer, seule la rétrospection est possible. Il faut dire que l'introspection est possible quand les ressources cognitives le permettent. Donc, quand un patient n'arrive pas à faire de l'introspection, c'est plus compliqué. Pour NIR, c'est le recueil de données métacognitives sur l'exercice effectué et l'échange entre participants durant les 15 minutes d'échange de stratégie qui va jouer ce rôle. Pour la CRT, la méthode est basée entièrement sur la décortication des stratégies et l'explicitation avec une génération de stratégies du patient favorisée par l'exemple. Donc les différences entre RECOS, CRT et NIR au niveau des stratégies. Dans RECOS, la verbalisation et l'explicitation des stratégies n'intervient pas dans toutes les séances. C'est surtout le propre des séances papier-crayon. La démarche introspective, une fois intégrée, fait le reste. Dans CRT et NIR, elles interviennent dans toutes les séances, intégralement décortiquées et explicitées dans l'interaction thérapeute-participant dans la CRT pour que le patient s'approprie, intègre les stratégies dans ses plans cognitifs et apprenne à en générer, échangées et explicitées dans le groupe NIR, puis reprises en bridging group éventuellement dans des mises en situation ou des contextes d'apprentissage écologique. Par exemple, des séquences attentionnelles sur des extraits de YouTube
ou des problèmes du quotidien. Donc vous voyez, dans chaque méthode neurocognitive, on utilise les stratégies, mais de manière différente et dans des contextes différents. On s'appuie de toute façon, dans les 3 méthodes, sur le renforcement positif. On encourage, on loue les performances du patient. On conserve dans la CRT les feuilles précédentes et on montre les succès obtenus en cas de découragement. On fait référence à des notes prises dans les séances précédentes pour démontrer l'amélioration quand la personne a un petit coup de mou, un petit fléchissement. On lui dit, bah, vous voyez, vous avez été capable de faire ça, donc il faut pouvoir se remobiliser. Comment on traite les troubles métacognitifs? Donc, c'est surtout dans le manuel de Pascal Vianin, dans la méthode RECOS. On intègre bien les séances de psychoéducation qui sont au début de chaque méthode neurocognitive de remédiation. On améliore l'auto-évaluation en prenant toujours un temps pour la réflexion sur la stratégie et sur l'exécution de l'exercice. On développe des comportements adaptés pour faire face aux tâches à affronter. On favorise également le transfert des compétences acquises en séance sur la vie quotidienne. Par exemple, c'est le cas des Bridging Group ou des scripts d'action, Bridging Group de NIR ou scripts d'action de la CRT. Dans les stratégies de NIR, on a, comme je vous le disais, après avoir passé 30 minutes à faire des exercices neuropsychologiques, on s'échange des stratégies pendant 15 minutes et avant de s'échanger les stratégies, on a les 2 thérapeutes, le binôme de thérapeutes, distribue une feuille de suivi des séances avec une fiche pour les participants où on doit mettre l'exercice travaillé, jusqu'à quel niveau on est arrivé, quelle est la fonction cognitive travaillée et l'auto-évaluation des stratégies utilisées et des bénéfices qu'il y a eu durant la séance. Et après, on va travailler chacun sur ses feuilles et dans le groupe de 8 personnes, on va s'échanger toutes ces stratégies. Donc pendant 15 minutes, avant d'aborder ensuite les bridging groups. Et le but, c'est à la fois qu'il y ait une émulation, une entraide et de pouvoir inviter à réfléchir sur les stratégies qu'on a mises en place. En conclusion, quelles que soient les méthodes neurocognitives, une grande partie des stratégies sont communes. Elles reprennent les mécanismes de traitement cognitif des structures clés comme la mémoire de travail par exemple. Elles sont aussi basées sur d'autres principes neuropsychologiques importants, l'appui sur la mémoire implicite, fournir des indices. Il existe des particularités toutefois inhérentes à chaque méthode. Ces particularités peuvent avoir une importance fondamentale pour décider du choix de la méthode selon l'idée du profil qu'on se fait de chaque participant et selon le résultat de l'évaluation multidisciplinaire.